je vais essayer de développer un narratif qui vaut ce qu'il vaut aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Et je regarde en même temps, alors si on me parle des soutifs et des moumoutes, ça va être difficile d'échanger ce midi. Mais par contre, si, coin, de mieux en mieux, bravo. Je pourrais aussi évidemment échanger un petit peu avec vous, si vous le souhaitez, et en tout cas si vous avez des remarques. D'abord, je vais juste essayer de reformuler un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, sachant donc que, eh bien, de même qu'il y avait eu cette paix qui était annoncée, bon, les dernières informations, je les regarde, je suis en mesure de les regarder aussi. Alors évidemment, vous avez, et ça tombe bien, l'oiseau de mauvais augure, Trump, l'Iran et Israël ont violé le cessez-le-feu. Ah bah, c'est la dernière nouvelle. Allez hop, il les met à égalité. Vous la voulez, la dernière? Elle vient de sortir. J'imagine que c'est sur le truc social. Tiens, étrangement, il n'y a pas de majuscule. Trump, l'Iran et Israël ont violé. L'histoire s'écrit en même temps. On est dans un direct. Je vous fais remarquer. Je rappelle qu'à une époque, il y a des gens qui soupçonnent en disant c'est pas du direct. Je vous assure que c'est du direct. Donc 12h47. C'était il y a 1 minute sur le fil d'actualité des médias de grand chemin. Je suis désolé. On aimerait bien, en effet, que l'équivalent d'une agence de presse indépendante et alternative naisse. C'est l'ambition, on le sait, de mon ami Pierre Barnérias. Et on lui souhaite beaucoup de courage, mais c'est difficile à mettre en place. Alors, on est obligé des fois de subir, justement, l'AFP et les autres agences qui ont pignon sur rue. Donc, à 12h45, Trump, Israël, donc, l'Iran et Israël ont violé le cessez-le-feu, qui s'est dit très mécontent d'Israël et de l'Iran. Il est mécontent des deux. Je ne sais pas s'il réalisait. C'est ça qu'il disait, c'est le pire des sionistes. On vous l'avait dit, vous racontez n'importe quoi. Et bien là, il est mécontent des deux. Je n'ai pas aimé qu'Israël décharge juste après le cessez-le-feu. Je n'ai pas aimé qu'Israël décharge juste après le cessez-le-feu. Alors ça, excusez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ose pas imaginer ce que ça peut vouloir dire. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est du direct. Donc, l'Iran a désamorcé 2 missiles non explosés près de la prison d'Evin, selon les médias locaux. Bon, donc on est, voilà. En tout cas, il y a eu une violation de part et d'autre du cessez-le-feu. Est-ce qu'ils ont envoyé des missiles avant 6 heures et puis en disant oui, mais c'est lorsque ça part. Enfin bon, nous sommes dans cette fin de guerre. De toute façon, est-ce que c'est des enfantillages? Mais est-ce que vous croyez qu'une guerre n'est pas nécessairement de l'ordre de la puérilité de l'humanité? Est-ce que ceux qui font la guerre, ils se rêvent tous chefs de guerre, nos Lilliputiens de présidents de la République depuis quelque temps, en particulier les Sarkozy, les Hollande, les Macron, avec une mention spéciale pour Macron et pour Hollande. Voilà pour le coup. Il se rêve chef de guerre. Est-ce que ce n'est pas l'enfance, et même plutôt l'infantilisme que de l'humanité, que de faire la guerre? Donc oui, il y a un infantilisme pas possible chez ceux qui font la guerre. Toujours. Ça, on peut pas censurer, on peut pas en être surpris. Ah, mais non, t'arrêtes le premier. Non, c'est toi. Non, c'est moi. Non, voilà. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent sous les bombes. C'est ça qu'il faut surtout rappeler. Et alors là, je ne parlerai même pas du conflit en Ukraine. L'infantilisme du trio Starmer, Merz, Macron est criminel. Ils ont, eux, réellement du sang sur les mains. Et pas qu'un peu, d'ailleurs. Des centaines de milliers de morts, indéniablement, dans ce conflit. Ils avaient Minsk, ils avaient la possibilité de l'éviter, les Européens. Minsk 1, Minsk 2. Ils nous en ont été incapables. Donc, je vais essayer puisque de toute façon, de l'actualité, ça va tomber pendant toute la journée, et on verra bien quelle sera la couleur de la matinale de demain. En essayant de ne pas trop se tromper sur la tendance, au moins. J'ai envie de partir sur ce qui s'est passé sur le G7. Et c'est tant bien que Macron la ramène encore. Donc Macron la ramène puisqu'il a dit il y a quelques... Alors qu'on lui demande juste de se taire, on s'en fout de ce que dit Macron. Il n'est pas partie prenante. On a bien vu la façon dont ils ont été humiliés, les Européens, par rapport à leur tentative de négociation entre Israël et l'Iran. Macron dit il y a quelques minutes, la situation reste volatile et instable. Voilà. Donc la mouche du coche, à qui on n'a rien demandé, remet en cause éventuellement
Le Kremlin dit se réjouir de l'annonce d'un cessez-le-feu et espère qu'il sera durable. Là, au moins, il y a un brin de sagesse chez le porte-parole Peskov. Avant, il y a les démentis. Moi, j'aimerais qu'on commence par le G7. C'est-à-dire qu'on avait annoncé le G7. Et aurions-nous Trump isolé par rapport à tous les pions de l'État profond américain, des néoconservatismes. J'entends par là le président canadien, le président français, tous deux banquiers, le Premier ministre. Non, c'est un Premier ministre au Canada, pardon. Premier ministre allemand, Premier ministre britannique. Face à tous ces... dans le G7 à ces occidentaux, il n'avait pas envie de photos de famille, semble-t-il. Et alors, quand il a vu que Zelensky était arrivé invité par la puissance invitante qui était le Canada, eh ben il est parti. Il est parti direct plutôt que de lui serrer la main. Et l'autre est reparti en disant maintenant je vais faire des coups tordus. Je pense que là, en disant ça, Zelensky, c'est du chantage vis-à-vis de Trump et vis-à-vis de l'ensemble de ceux qui veulent la paix. Ah, vous voulez pas me donner de l'argent. Ah, vous voulez pas me soutenir, dit Zelensky. Eh ben, vous allez voir les coups tordus. La guerre, vous l'aurez tous. La guerre pour tous. Et là, au moins, eh bien, j'ai envie de dire, il y a dévoilement. Les masques tombent, indéniablement. Donc, sur ce G7, si tant est que ce soit une sorte de match de catch, ce qui s'est passé et ce qui s'est déroulé jusqu'à maintenant, avec un Trump qui joue un peu la comédie pour réussir justement en déclarant faussement la guerre, d'obtenir une paix intégrale et générale, en tout cas déjà entre Israël et l'Iran, il y a ce départ précipité. D'ailleurs, sur ce départ précipité, Macron croit intelligent de dire oui, parce que Trump est en train de négocier un cessez-le-feu. C'est complètement. Et là, la réaction de Trump est assez inouïe, en disant, comme d'habitude, Macron n'a rien compris. Et est-ce qu'il le fait exprès ou pas? J'en sais rien. Tout est, et ça c'est très intéressant, tout est dans le est-ce qu'il le fait exprès ou pas? Ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est là tu m'emmerdes, va voir ailleurs si j'y suis, mon petit Macron, je parle en tant que Trump, parce que Trump est en train de commencer une séquence. Et l'autre, évidemment, en diable, en démon, tout de suite, lui met des bâtons dans les roues en disant il est là pour la paix, alors qu'il est là, en fait, Trump, pour jouer peut-être un scénario de montée des tensions. Il arrive, on le voit arriver à Washington avec son avion présidentiel, il a le pas lourd, il a la mine contrariée à notre Donald Trump. Il a l'air extrêmement contrarié par les informations. Il dit si je suis revenu et été obligé de quitter précipitamment le G7, c'était pour des affaires sérieuses et malheureusement, ce n'était pas du tout pour un cessez-le-feu. Avant, il anticipe ce diable de Macron et il tente de lui saper son effet. Il veut au contraire, Trump, faire monter la pression. Dire ça ne va pas et je risque d'être obligé d'intervenir. Moi qui ne voulais pas intervenir, et si j'étais obligé d'intervenir, c'est à ce moment-là qu'il se met en colère même contre les journalistes qui lui parlent de Tulsi Gabbard ou de Tucker Carlson. Je répète, est-ce qu'il va dire à ce fou furieux de Tucker Carlson que, et là c'est des majuscules à chaque fois, l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire. Là on est dans une espèce de scénario où il y a une montée en pression, un petit peu comme vous savez avant les matchs de catch. C'est vrai, je suis désolé de faire cette analyse, mais on sait quand même, je suis désolé, Trump, le catch, c'est une façon, ça peut être parfaitement dans les scénarios de catch, il a été le patron de la Fédération internationale de catch, ça a été un animateur de matchs de catch, ça a été toute une partie de sa vie, et il a une façon, il a un narratif, une façon de narrer qui est très proche du catch. Or, qu'est-ce que c'est que le catch? Ben, c'est quand même du flan, hein, excusez-moi, hein. C'est quand même du pipeau, c'est à blanc, hein, évidemment. Et on sait très bien que dans le catch, le mieux, c'est avant même le combat, il s'invective, il s'injurie, il s'insulte. Donc il était indéniable que dans la façon de développer, et même sur le plan international. Or, c'est vrai que Trump agit comme ça, et il est vrai qu'on se fait beaucoup moins mal au catch, je pense, qu'à la boxe anglaise, hein, par exemple. Ça reste quelque chose de beaucoup plus... comment dire, dont les dégâts sont infiniment moindres. Donc Trump a le pas lourd, il tense Macron qui est en train de lui saper son effet, et il dit
ça va mal se finir. Alors qu'en réalité, on sait aussi qu'il choisit ce moment de se départir du G7 parce qu'il ne veut pas être avec eux. Il ne veut pas être avec. Il faut bien le comprendre. Il ne veut pas voir Zelensky, Trump. Il ne veut. Moins il voit Macron, Starmer et Merz, mieux il se porte. Si en plus il y a Van der Leyen qui arrive avec sa mine, avec sa gueule enfarinée, à mon avis, ça va nous le faire cauchemarder, le Trump. Donc il préfère, comme d'ailleurs la dernière fois, et on se demande ce qui va se passer à La Haye à la fin du mois pour l'organisation de l'OTAN, il ne peut pas les supporter, même en photo, même en peinture, comme on dit. Donc, il fait monter la pression. On a l'impression à ce moment-là alors que les hostilités ont débuté entre Israël, évidemment, et l'Iran, qu'il est en train de préparer une attaque, et avec une certaine duplicité, une certaine perfidie, puisqu'il dit « j'ai 2 semaines pour réfléchir » et au bout de 2 jours, il attaque. Et là, il y a évidemment un certain nombre de surprises. L'opération est un succès magnifique. Il le fait dire d'ailleurs à ses obligés, à ses secrétaires d'État, à son vice-président, au secrétaire à la Défense, qui sont obligés de répéter « Ah, c'est quel coup de génie du président américain ». Donc là, il doit se rengorger de joie et de narcissisme d'entendre cette ode qui lui dit combien il a réussi son coup. On ne sait pas trop d'ailleurs s'il a réussi quoi que ce soit. On se demande même si les cibles qui ont été visées n'avaient pas été vidées auparavant de leur matière fissile, de leur centrifugeuse. Tout est envisagé. Là, je pense que la propagande de part et d'autre fait rage. On ne sait pas, mais en tout cas, lui dit c'est une formidable réussite. On apprend quand même qu'il avait averti tout le monde et qu'il avait averti l'Iran. Trump a averti, semble-t-il, les Iraniens des frappes imminentes. Il faut le faire quand même. Et c'est pas, on est loin quand même d'une déclaration de guerre. Hein. Et même pas d'une opération spéciale. On se dit une opération spéciale, mais qui va durer 24 heures ou 48 heures. Une guerre de 12 jours. Quel génie ce serait si c'était le cas. Yeah.